Bonjour, mon nom est Martin Bertrand, je suis conseiller pédagogique aux technologies au Conseil en éducation des Premières Nations. Je vais vous présenter aujourd'hui ma capsule sur la gestion du stress. La gestion du stress, c'est une matière assez complexe et je vais essayer de vous donner ici des notions assez concrètes, des pratiques en fait, pour réussir à gérer votre stress. Je ne ferai pas le tour de la question évidemment dans le temps qu'on a. Je vais vous présenter d'abord une technique, la technique de la cohérence cardiaque, puis une méthode qui est la méthode ACT, qui seront à rajouter dans vos outils déjà présents que vous avez pour la gestion du stress. C'est donc des outils supplémentaires que vous pourrez utiliser. Mon premier outil, c'est la cohérence cardiaque et ça vient du livre Guérir le stress, l'anxiété et la dépression sans médicaments ni psychanalyse du docteur David Servan-Schreiber. Le docteur David Servan-Schreiber, c'est, je dirais, un des plus grands défenseurs de la méthode de la cohérence cardiaque dans la francophonie. Vous allez souvent voir son nom rattaché à la technique, même si elle n'est pas de lui. Elle se trouve donc dans ce livre-là que vous pourrez voir en référence. La cohérence cardiaque, c'est pas quelque chose de complexe en soi. C'est le fait d'utiliser, euh, de pratiquer plutôt 6 cycles respiratoires par minute pendant 5 minutes. Autrement dit, c'est la même chose que juste d'inspirer 5 secondes et d'expirer 5 secondes en alternance pendant 5 minutes. Idéalement, on le ferait 3 fois par jour. Ce qu'on voit à gauche, c'est le rythme que prend l'inspiration et l'expiration. On va donc partir d'une inspiration qui va durer 5 secondes de la manière suivante, pour ensuite aller vers l'expiration sans retenir son souffle, ni, euh, ni en l'expiration ni à l'expiration. L'idée, c'est de demeurer, on dira, focus, donc de rester concentré sur ce qu'on fait pendant ce temps-là. Donc, c'est pas le temps de nécessairement faire à manger ou faire autre chose. Et le truc qu'on donne souvent, c'est de le faire avant chaque repas, donc avoir 3 repas par jour. Mon truc à moi, en fait, c'est de me lever en faisant une fois de la cohérence cardiaque, la technique donc que je présente ici, et de le faire avant de me coucher. Ça aide également pour donc s'endormir. Et le reste, c'est de trouver une autre fois à le faire durant la journée euh, dans mon temps libre. Ça fonctionne de quelle manière la cohérence cardiaque? C'est pour le comprendre, il faut comprendre que c'est quoi le système nerveux sympathique puis le système nerveux parasympathique. Ces deux parties du système nerveux autonome, il y en a une troisième qu'on ne verra pas aujourd'hui. Euh, le système nerveux sympathique, au départ, c'est le système nerveux qui prépare à la fuite et au combat. Donc, il se passe quelque chose pour lequel on doit réagir, notre vie est en danger. À ce moment-là, il y a de l'adrénaline qui se met à circuler. La fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire sont accélérées. L'élévation de la tension cardiaque également se fait sentir. Les vaisseaux sanguins se contractent et le sang est dirigé vers les muscles. Donc, tout le reste est moins mobilisé. On va voir un ralentissement donc du système digestif. C'est extrêmement utile si jamais, par exemple, on a un mammouth qui nous fonce dessus à toute allure. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est moins utile de manière générale. Je dirais du côté moderne, évidemment, si on a une auto qui nous fonce dessus, c'est un bon moment pour réussir à faire aller le système nerveux sympathique. Le problème, c'est quand quand ça se fait aller pendant un certain nombre de temps. Si jamais, par exemple, vous avez un stress, donc vous avez quelque chose que votre cerveau interprète comme étant dangereux pour votre vie, mais pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, donc des situations, je vous dirais, extrêmes, où est-ce que là, notre système nerveux sympathique est extrêmement mobilisé. On va voir, par exemple, un ralentissement du système digestif, ça veut dire que les personnes vont se mettre à moins bien digérer. Et comme il y a de l'adrénaline dans le sang, il y a certaines fonctions qui vont fonctionner moins bien, dont l'état de repos.
L'état de repos, lui, est commandé par le système nerveux parasympathique. Donc, c'est lui qui va ralentir la fréquence cardiaque. Donc, on va appeler le cardiomodérateur. C'est lui qui va augmenter les sécrétions digestives, maintenir un bon transit intestinal, entre autres. Et ce qui va faire qu'on va pouvoir être dans un état de repos, mieux dormir, par exemple. Évidemment, quand on est sur le stress, système nerveux sympathique, on dort moins bien, étant donné que nos capacités sont là pour réagir rapidement et être en fuite ou en combat le plus rapidement possible. Donc, dans ces temps-là, on se sent moins bien. Donc, l'idée, c'est de réussir à stimuler le système nerveux parasympathique, celui qui va ralentir notre fréquence cardiaque et nous mettre dans un état de repos en général. Pourquoi on appelle ça la cohérence cardiaque, étant donné que c'est davantage un exercice respiratoire? C'est que comme vous voyez à l'écran, le fait de réussir à respirer donc plus lentement, 5 secondes inspire, 5 secondes expire, fait en sorte que la variabilité de la fréquence cardiaque qui mesure les fluctuations d'intervalle de temps qui séparent deux contractions cardiaques, donc entre un boom et un autre boom du cœur, vont devenir davantage cohérentes. C'est-à-dire qu'ils vont faire des belles courbes comme ce que vous voyez à l'écran. Tandis que, de manière générale, ça fait davantage des pics et ça créerait des patterns, je dirais, qui sont davantage aléatoires, qui sont davantage chaotiques, qui sont incohérents en tant que tels, dont l'état de stress. On voit très bien ici, juste le fait, c'est très facile à montrer si on a évidemment l'équipement. Ça prend seulement qu'une électrode qu'on va brancher par exemple au bout du doigt ou à l'oreille et un moniteur de variabilité de la fréquence cardiaque et on voit très bien que le fait de respirer, donc, comme on dit, des intervalles de 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration, va réussir à créer cette fréquence cardiaque-là, de variabilité de la fréquence cardiaque qui est beaucoup plus, je dirais, cohérente de la manière qu'on voit à l'écran. C'est un entraînement du système nerveux parasympathique, ni plus ni moins, qui se fait avec la cohérence cardiaque. La respiration lente, contrôlée, va induire un état de calme de la même manière que le fait de respirer de manière saccadée. De la même manière que le fait de respirer de façon saccadée va induire davantage un stress du système. Donc, c'est ce qu'on veut amener ici. Le fait de le pratiquer régulièrement, ça emmène un entraînement à l'état de calme. Ça stimule le système nerveux parasympathique au détriment du système nerveux sympathique. Ça va donc amener, avec la force et l'entraînement, le système à l'entraîner dans un état de repos plus facile et plus facile à retrouver également. Plutôt que de se chronométrer sur sa montre, ce qui est aussi possible, il se trouve des applications assez facilement sur Internet. Je vous en propose une ici qui s'appelle Respirelax. La seule chose que dans cette application-là, qui est hyper simple et qui est gratuite, et qu'on va retrouver autant sur les appareils Mac que les appareils Android, c'est une espèce de petite bulle qui va monter et descendre et qu'on doit suivre en même temps que la respiration pendant un certain temps. Donc, on a un chronomètre qui va descendre de 5 minutes à 0. Et de l'autre côté, on a la bulle qui va monter et descendre. Donc, on n'a seulement qu'à suivre ça. On n'a pas à penser à autre chose. Ce qui va d'ailleurs nous aider pour entrer en cohérence cardiaque. L'autre outil dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est la méthode ACT pour Acceptance and Commitment Therapy, qu'on retrouve dans le livre Le piège du bonheur, qui a été créé par le docteur Russ Harris. L'idée de cette méthode-là, c'est de réussir à gérer ses émotions de façon saine. Le stress en fait partie. Je vous propose une expérience. Imaginez que vous dirigez un bateau très loin en mer. Sur le pont, à l'abri des regards, se cache une vaste horde de démons aux énormes griffes et aux dents acérées. Et ils ont passé un marché avec vous.
Tant que vous maintenez le navire à la dérive sans but en mer, ils resteront sur le pont. Vous n'aurez donc pas à les regarder. Mais si jamais vous vous dirigez vers le rivage, ils se précipiteront immédiatement sur le pont, battront des ailes, dénuderont leurs crocs et menaceront de vous déchirer en lambeaux. Sans surprise, vous n'aimez pas beaucoup cela. Alors vous vous dites, désolé démon, je ne le pensais pas. S'il vous plaît, redescendez. Et vous faites demi-tour et dérivez vers la mer à nouveau. Et les démons disparaissent sur le pont. Alors vous soupirez de soulagement et tout semble aller pour le mieux. Le problème est que vous allez vite assez dériver sans but. Vous vous ennuyez. Vous vous sentez seul, misérable, plein de ressentiment et inquiet. Vous voyez tous les autres navires se diriger vers la côte, sauf le vôtre, et vous savez que vous voulez vraiment y aller aussi. Alors un jour, vous prenez votre courage à deux mains, vous faites tourner la barre et vous vous dirigez une nouvelle fois vers le rivage. Mais au moment où vous le faites, ces démons grouillent sur le pont et menacent de vous déchirer en lambeaux à nouveau. Mais voici la chose intéressante. Bien que ces démons soient très doués pour vous menacer, ils ne vous causent jamais aucun mal physique. Et pourquoi? Parce qu'ils ne le peuvent pas, tout simplement. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est grogner fort, agiter leurs griffes et avoir l'air terrifiant. Physiquement, ils ne peuvent même pas vous toucher. Le seul pouvoir dont ils disposent est la capacité d'intimider. Donc, si vous croyez qu'ils vont vraiment faire ce qu'ils disent, alors ils ont le pouvoir de contrôler le bateau. Mais une fois que vous réalisez qu'ils n'ont plus la capacité de vous blesser physiquement, vous êtes libre. Vous pouvez amener votre bateau où vous voulez, à condition d'accepter la présence de ces démons-là sur le bateau. Tout ce que vous avez à faire pour atteindre la terre est de laisser les démons se rassembler, de les laisser crier après vous, de continuer à diriger le navire vers la côte. Les démons peuvent hurler, protester, mais ils sont impuissants à vous arrêter. Les démons ici représentent les agitations mentales sous différentes formes, les causes immédiates du stress, les peurs qui vous paralysent, les histoires d'horreur que vous racontez à vous-même, les jugements que vous portez sur vous-même, etc. Les histoires qu'on se raconte à soi-même ont en effet tendance, pour certaines, à demeurer dans l'esprit sous forme de rumination. Ces histoires peuvent être de tous ordres, mais ont tendance à être autodépréciatives. Je suis faible et incapable. Personne ne veut de moi. Je suis certain que mon conjoint ou ma conjointe va finir par me quitter. Je ne le mérite pas. Dans l'allégorie ci-dessus, le problème réside dans le fait qu'on accorde beaucoup de pouvoir à nos agitations, nos démons, et surtout qu'on s'identifie à la voix dans notre tête, alors que celle-ci n'est que cela, une voix dans notre tête. Elle n'a pas de pouvoir sur nous en dehors de ce qu'on lui accorde. Faisons une autre expérience maintenant. Imaginez-vous tenant un citron. Voyez sa couleur, sa forme. Ressentez comment il est poreux. Voyez un peu sa peau, sa texture, essayez de le toucher, essayez de le ressentir comme si vous l'aviez entre les mains. Voyez-vous le coupant? Maintenant, voyez-vous le coupant en deux, en quatre? Sentez le couteau entrer dans le citron au bout de vos doigts. Maintenant, prenez une grande bouchée de citron. C'est tellement acide, c'est juteux. Revenez maintenant à vous-même. Est-ce que vous savez lever en ce moment? L'idée de l'expérience est de vous montrer jusqu'à quel point le cerveau fait assez peu de distinction entre ce qui nous arrive pour vrai et ce qu'on pense. Et de montrer également jusqu'à quel point la pensée peut avoir un effet physique. En fait, il y a plusieurs choses qui peuvent avoir un effet physique qui ne se passent pas nécessairement dans la réalité. Les trois principales sont les pensées, c'est-à-dire les images que vous avez dans votre tête. Il y a les images, donc les images que vous avez dans votre tête. Vous avez probablement vu le citron, vous avez probablement vu vos mains, vous avez probablement vu le couteau, malgré le fait que ces images-là n'ont rien à voir avec la réalité en tant que telle. Il y a également les sensations qui sont des ressentis à l'intérieur de votre corps. Par exemple, le moment de goûter le citron, malgré le fait que vous ne goûtez pas pour de vrai, fait en sorte que vos glandes salivaires se sont activées. Donc, vous avez créé la salive malgré tout. Pourtant, ni vos pensées, ni les images que votre tête a créées, ni les sensations n'existent en dehors de vous. Et cela, pourtant, n'est pas vous, mais seulement que des pensées, des images et des sensations générées.
Pour gérer efficacement notre stress et nos émotions en général, il faut quand même revenir à l'essentiel. Les pensées ne sont que des sons, des mots, des histoires. Les pensées peuvent être vraies ou non. On ne doit pas les croire automatiquement. Les pensées peuvent être importantes ou non. On peut leur prêter attention ou pas, mais on va leur prêter attention seulement si elles sont utiles. Les pensées ne sont clairement pas des ordres. On n'a pas à leur obéir, évidemment. Les pensées peuvent être ou non sages. On ne suit pas nécessairement leurs conseils. Et les pensées ne sont jamais des menaces. Même si les pensées sont très pénibles, troublantes, elles ne représentent jamais une menace pour nous dans la réalité. La première étape pour gérer le stress, qui est généré par des pensées qui, par exemple, vont devenir des ruminations dans notre tête, c'est de se désengager de son discours mental, tel que préconisé par le Dr. Harris, et simplement d'observer ce qui se passe en ajoutant une expression de détachement. C'est ce qu'on va appeler la diffusion, le fait de ne plus être en fusion avec nos propres pensées. Pour commencer cet exercice, rappelez-vous d'abord qu'une pensée bouleversante peut prendre la forme suivante. Je suis X, X pour quelque chose. Donc, essayez de penser à une pensée qui vous revient souvent, où est-ce que vous vous dites « je suis telle chose ». Par exemple, « je ne suis pas assez bon » ou « je suis incompétent ». Ou alors, « quelque chose va m'arriver ». Donc, essayez de penser à quelque chose qui vous revient en tête souvent et qui est une cause de stress. Donc, essayez de trouver une pensée qui vous dérange, qui vous fait mal ou vous fait sentir mal habituellement. Maintenant, concentrez-vous sur cette pensée et croyez-la autant que vous pouvez pendant 10 secondes. Ensuite, prenez cette pensée et devant celle-ci, insérez la phrase « J'ai cette pensée ». Donc, jouez encore cette pensée, mais cette fois avec la phrase attachée. Pensez à vous-même. Je pense que je suis tel, ou je suis en train de penser que je suis telle chose. Je suis en train de penser qu'il va m'arriver telle chose. Remarquez ce qui se passe. Faites-le à nouveau, mais cette fois avec la phrase un peu plus longue. Je remarque que je pense à ceci. Je remarque que je suis en train de penser à ceci. Remarquez ce qui se passe. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas apprendre à faire du vélo simplement en lisant sur le sujet. Vous devez réellement vous y exercer pour apprendre. L'idée de l'exercice, c'est d'introduire une distance entre ce qu'on pense et nous-mêmes. La diffusion permet déjà de se sentir un peu plus léger par rapport à des choses qui pourraient normalement nous troubler. La deuxième étape, c'est simplement de respirer et d'observer. On va parler en anglais de breathe into. Donc, c'est de respirer dans l'émotion, le sentiment, la pensée qui est générée à ce moment-là. C'est là qu'on peut lier la cohérence cardiaque, c'est-à-dire qu'on peut faire la cohérence cardiaque en même temps qu'on fait cet exercice-là. Les stratégies à éviter lors de la deuxième étape, c'est justement l'évitement. Donc, essayer de ne pas penser à la pensée, de ne pas ressentir une émotion ou de ne pas ressentir un sentiment à ce moment-là. Ça ne marche tout simplement pas. Les gens le savent très bien, le sentiment, la pensée va revenir à un moment donné. Le jugement n'aide pas non plus nécessairement. Ça ne sert à rien de se taper dessus parce qu'on se tape dessus. L'amplification n'aide pas non plus. Le fait de prendre la pensée et de commencer à l'amplifier, la rendre plus grande. Donc, l'idée, c'est simplement, au départ, de défusionner avec la pensée et ensuite de respirer et de l'observer. La troisième étape, c'est de créer un espace. Essayez de localiser cette pensée-là, cette émotion-là, ce sentiment-là dans votre corps. Où est-ce qu'il se situe? Essayez de lui donner une forme, essayez d'en voir un peu les contours. C'est un exercice qui a rapport avec la visualisation, mais également le ressenti. Ressentez où est-ce qu'elle se trouve. Ressentez où est-ce qu'elle se situe. Essayez de jauger sa grosseur également. L'idée par rapport à ça, c'est de faire un espace autour de cette pensée-là, de cette émotion-là, de ce sentiment-là. La quatrième étape, c'est simplement de permettre.
le fait de créer une résistance entre vous et l'émotion, la pensée, le sentiment, ça ne la fait pas s'en aller. Vous en avez probablement fait l'expérience parfois dans votre vie. Le fait d'essayer de ne pas y penser, le fait d'essayer de s'adonner à d'autres choses, ne fait pas en sorte que l'émotion ou la pensée ou le sentiment ne revient pas à un moment donné. C'est seulement un petit répit qu'on s'accorde. Par contre, le fait de permettre, c'est un moyen de faire perdre l'emprise que l'émotion, le sentiment, la pensée a sur soi. Ce n'est pas nous. C'est quelque chose qui qu'on perçoit, c'est quelque chose qu'on entend dans notre tête, c'est quelque chose qu'on expérimente, mais ce n'est pas nous. On est donc capable de l'observer, de le prendre pour ce que c'est et lui permettre d'être, en quelque part, dans son espace. C'est également ce qu'on appelle souvent le lâcher-prise. Évidemment, c'est simplement aujourd'hui une petite partie du livre Le Péage du bonheur qu'on a vu. Pour ceux que ça intéresse, c'est un excellent livre et facile d'approche pour la méthode ACT. C'est par contre un exercice pratique et simple à utiliser, une espèce de méditation guidée par nous-mêmes qui nous permet de réussir à sortir de l'émotion, de la pensée ou du sentiment qui nous empêche d'avancer ou qui gère du stress ou qui gère des peurs à l'intérieur de nous-mêmes. En terminant, la méthode ACT fait partie d'un mouvement qu'on appelle souvent la pleine conscience ou le mindfulness en anglais. Il y a énormément d'autres ressources qui traitent de la pleine conscience ou du mindfulness. Je me suis fait recommander celui-ci qui s'appelle le Petit cahier d'exercices de pleine conscience de Ilios Kotsu, que vous pourriez également utiliser. Mais par contre, je vous dirais que vous avez déjà deux outils qui peuvent vous aider pour réussir à prendre en charge votre stress, que vous pouvez utiliser et rajouter dans votre boîte à outils parmi tous les autres outils que vous avez déjà pour réussir à gérer le stress.